Please order in the hall. Please order in the hall. Nous sommes là car le temps est venu. Certains diront trop tard, d'autres diront trop tôt. Une chose est sûre, nous ne pouvons plus attendre. Une solution existe pour briser le cycle de la guerre et de la destruction. C'est la reconnaissance de l'autre, de sa légitimité, de son humanité, de sa dignité. Que les uns et les autres rouvrent les yeux et voient des visages humains, là où la guerre a placé le masque de l'ennemi ou les traits d'une cible. C'est la reconnaissance qu'Israéliens et Palestiniens vivent dans une solitude jumelle. Solitude des Israéliens après le cauchemar historique du 7 octobre 2023. Solitude des Palestiniens à bout de force dans cette guerre sans fin. Le temps est venu, car le pire peut advenir. Qu'il s'agisse du sacrifice de tant d'autres civils, de l'expulsion de la population de Gaza vers l'Égypte, de l'annexion de la Cisjordanie, de la mort des otages détenus par le Hamas, ou des faits accomplis qui changent de manière irréversible la situation sur le terrain. C'est pour cela que nous devons, aujourd'hui, ici même, ouvrir ce chemin de paix, car depuis juillet dernier, l'accélération des événements est terrible. Et au point où nous en sommes, il est à craindre que les accords d'Abraham ou de Camp David soient remis en cause par l'action d'Israël et que la paix devienne impossible pour longtemps au Moyen-Orient. Il pèse donc sur nous une responsabilité historique. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Un président de la République, soi-disant d'une des plus grandes démocraties du monde, qui fait ce discours-là, ce discours est à vomir, Gauthier. Véritablement, c'est un discours qui est inhumain, qui est dégradant pour l'ensemble des personnes qui veulent maintenir les Lumières en France. Aujourd'hui, à l'hôtel de ville, on voit des drapeaux, justement des drapeaux de la haine. Ce qui est consacré aujourd'hui, c'est le palestinisme.
Et en fait, ce discours-là, il est en train de détruire la société française et notre fraternité. On entend votre émotion, Vraiment. Rachel. Moi, je pense à ces otages, je pense à ces familles, je pense aux dômes de fer, je pense aux roquettes. Tous les jours, je pense aux enfants qui sont traumatisés. Il dit une vie égale une vie, une vie égale une vie, c'est la propagande du Hamas. La propagande du Hamas. La propagande du Hamas. Le président américain a un nouveau plan pour tenter de mettre fin à la guerre à Gaza. Donald Trump l'a présenté aux responsables des principaux pays arabes. Un plan jugé plus équilibré que les précédents, dont on ne connaît que les grandes lignes. Résumé par Sébastien Rosenfeld et Elisabeth Wouters. Une réunion cruciale, inédite, qui suscite l'attention de tous les médias. Donald Trump est avec son émissaire spécial Steve Witkoff, des feuilles à la main. Peut-être les grands axes du nouveau plan américain. Dans la salle, le président des États-Unis est aux côtés du président turc et des principaux pays arabes, le Qatar, l'Égypte et l'Arabie saoudite. Les détails du plan ne sont pas connus, mais Donald Trump le trouve prometteur. Nous sommes ici pour voir si nous pouvons récupérer les otages, mettre fin à la guerre et reprendre la vie au Moyen-Orient. Oublier l'annexion pure et simple de Gaza pour transformer le territoire en Riviera ultra-technologique. Cette fois, le plan semble intégrer l'existence d'une autorité politique palestinienne. Reste à savoir ce qu'en pense le Premier ministre israélien. Steve Witkoff évoque une proposition équilibrée. Nous avons présenté ce que nous appelons le plan Trump en 21 points pour la paix au Proche-Orient et à Gaza. Je pense qu'il répond aux préoccupations israéliennes et des voisins dans la région. Depuis sa rencontre avec Donald Trump, Emmanuel Macron juge le président américain plus réceptif. Sa diplomatie évoque la mise en place d'un élément clé, une mission internationale de stabilisation à Gaza pour remplacer l'armée israélienne et désarmer le Hamas. Du côté de Benjamin Netanyahou, en route pour Washington, le discours ne change pas. La guerre continue. Reste à savoir si Donald Trump peut faire pression sur le Premier ministre israélien qu'il doit rencontrer à la Maison-Blanche lundi. S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans le cadre de l'affaire libyenne. Mais de quoi l'ancien président est-il vraiment accusé? Pour le comprendre, il faut revenir sur les 10 ans d'investigation conduits dans cette affaire. Tout commence entre 2011 et 2012 lorsque Mediapart dévoile l'affaire durant l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Selon le média, la première campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007 aurait été financée par la Libye. Nicolas Sarkozy est alors soupçonné d'avoir accepté 50 millions d'euros du dictateur libyen Mouammar Kadhafi. L'affaire est reprise par tous les médias. C'est sans doute le scandale d'État le plus grave de toute l'histoire de la Ve République. Un naufrage sans précédent qui a vu notre pays brader ses idéaux sur l'autel de l'argent sale au profit d'une dictature sanguinaire. Est-ce qu'il y a eu corruption de la démocratie française par un pouvoir extérieur, sachant que ce n'était pas la première fois? Au cœur de ce dossier, un nom revient sans cesse, c'est celui de Ziad Takedine, un proche du clan Sarkozy. Il aurait servi d'intermédiaire entre Nicolas Sarkozy et l'entourage de Mouammar Kadhafi. En 2016, Takedine fait ses premiers aveux. Il assure avoir remis de l'argent en liquide à Claude Guéant, alors directeur de cabinet de Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Mais Nicolas Sarkozy ne compte pas se laisser faire et pendant des années, il nie en bloc. Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Takedine, alors pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison. Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve matérielle. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie. J'ai dit au juge, cherchez pendant un siècle ce que vous voulez. Vous ne trouverez rien. Pourtant, Ziad Takedine persiste et affirme publiquement ses accusations. Est-ce que de l'argent a été versé? Oui. Par qui? Par les autorités libyennes, notamment Mouammar Kadhafi. À qui? À Nicolas Sarkozy et Claude Guéant.
Moi, je sais très bien que j'ai transporté de cette manière un total de 5 millions d'euros pour les échanges de services. En 2018, Nicolas Sarkozy est mis en examen pour corruption passive, recèle le détournement de fonds publics, financement illégal de campagne électorale et association de malfaiteurs. On compte aussi dans cette affaire Brice Hortefeux, ancien ministre, ou encore Éric Woerth, son trésorier. Ils sont notamment jugés pour complicité de financement illégal de campagne électorale. Ce jeudi 25 septembre, Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs, mais relaxé des faits de corruption. Il sera présenté à un juge dans les semaines à venir, puis incarcéré au moins jusqu'à son procès en appel. Une première pour un ancien président de la République.